Alors, bonjour, bienvenue à cet épisode. J'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer et de recevoir deux grandes dames. Alors, je vous présente Lucie Mengui, que vous avez écouté dans un épisode précédent, que vous connaissez sûrement, qui a été la grande propriétaire de Alixir. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monique Lacroix, qui est professeure titulaire à l'INRS, donc l'Institut national de recherche scientifique, Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie, également directrice de laboratoire de recherche en sciences appliquées à l'alimentation et membre chercheur de l'Institut de la nutrition et sur la nutrition et les aliments fonctionnels, donc l'INAF. Bienvenue, Monique. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais que vous vous présentiez davantage que ces titres très honorables qui, pour nos éditeurs, peut-être ne savent pas concrètement qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien comme métier, mais aussi en lien avec les huiles essentielles. Bien, nous, on développe des formulations avec des mélanges d'huiles essentielles. Alors, grâce à l'utilisation de la modélisation ou les analyses statistiques, puis la création d'équations mathématiques, on peut optimiser l'efficacité des formulations avec différentes composantes qui peuvent avoir des effets sur différents micro-organismes et moisissures aussi, et on travaille aussi sur les insectes à cet effet. Et on a le meilleur mélange pour être efficace contre la plus grande gamme de micro-organismes qui sont présents dans différents types d'aliments, et ce, à la plus faible concentration possible. Alors, c'est ce que l'on fait. Et pour ce faire, ben, il faut faire justement des analyses pour vérifier, à quelle concentration on peut inhiber tous les micro-organismes d'intérêt. Alors, on veut éliminer les pathogènes et réduire la flore totale pour pouvoir augmenter le temps de conservation des aliments, mais aussi pour assurer sa salubrité. Donc, c'est important d'éliminer Salmonelle, Listeria, E. coli, par exemple, mais c'est bien aussi de réduire la flore totale pour une compagnie qui veut vendre des produits à l'étranger, à l'exportation. Bien, c'est important pour eux d'avoir un temps de conservation qui va être assez long pour pouvoir se rendre dans le pays étranger, puis d'avoir un temps de conservation acceptable aussi à l'étranger. Et c'est aussi bon ici au Canada, parce qu'au Canada, on sait très bien qu'il y a 33% des aliments qui sont jetés. Et ça crée une pollution importante. Et sachant qu'il y a 12% de la population dans le monde qui souffre de faim, donc c'est important aussi de préserver qu'est-ce qu'on produit, préserver sa qualité, puis réduire au maximum les déchets alimentaires. Alors, c'est ça à quoi je m'attarde. Alors, des, on fait des mélanges pour les optimiser, mais aussi on optimise davantage en faisant des émulsions. Alors, on passe nos mélanges à travers un appareil qui est sous pression, comme l'homogénéisation, mais l'homogénéisation à haute pression, qui réduit davantage la grosseur des gouttelettes. Une gouttelette qui est très, très petite dans l'émulsion va mieux pénétrer dans une bactérie, donc on a besoin de moins de concentration pour être efficace. Et en plus, cette formulation-là reste stable, l'émission reste stable plus longtemps. Alors, une autre chose pour protéger les émissions, puis aussi augmenter son efficacité dans le temps, on les encapsule. Alors, l'encapsulation se fait avec soit des polymères comestibles, par exemple, on peut penser à des sucres complexes ou des protéines dans lesquelles on utilise pour les enrober. Et une fois enrobées, bien, elles peuvent, l'enrobage va permettre le relargage contrôlé en petite quantité au cours du temps, ce qui va permettre d'augmenter l'efficacité au cours du temps. Donc, on fait des enrobages comestibles
qu'on vaporise à la surface des aliments ou qu'on mélange à l'intérieur d'aliments, par exemple la viande hachée. Et en surface, bien, on connaît bien les fruits et légumes. Et on les immobilise aussi à l'intérieur d'emballages. On fait des emballages biodégradables et maintenant, on travaille sur les emballages biosourcés, biodégradables et bioactifs. Alors, biosourcé, ça veut dire qu'on va récupérer des sous-produits alimentaires. On parle, par exemple, à la pelure de fruits et légumes. On parle de résidus quand on fait de la bière. La drèche de bière contient de la cellulose et on peut extraire pour pouvoir faire des films d'emballage. En fait, on utilise la cellulose comme ingrédient pour améliorer la résistance des films d'emballage. Alors, on peut aussi utiliser des sous-produits laitiers d'industrie laitière comme le lactosérum pour transformer le lactose en acide lactique. Et après, avec une autre bactérie, on peut produire du polylactique acide qui, lui, est un polymère. Un polymère qui est rigide, qui a besoin qu'on ajoute d'autres ingrédients pour qu'ils deviennent élastiques. Et ça peut se faire par l'ajout de plastifiants ou de mélange avec d'autres polymères biodégradables. Et à cet effet, on peut avoir des films et on travaille pour avoir des films qui sont très élastiques, qui sont résistants, qui ont aussi une perméabilité ou une barrière au gaz qui est adéquate. Parce que dépendamment de l'aliment avec lequel on travaille, on doit avoir différents niveaux de barrière. Par exemple, le fromage emballé sous vide, il faut s'assurer que l'oxygène ne pénètre pas à travers l'emballage au cours du temps parce que l'oxygène va permettre aux moisissures de se développer. Donc, on veut s'assurer que le produit reste sous vide pendant le temps d'entreposage. Pour les biscuits, c'est la même chose. Les biscuits doivent être résistants à la vapeur d'eau parce que si la vapeur d'eau qui est dans l'air pénètre à travers l'emballage, le biscuit va devenir mou. Alors, il ne restera pas croustillant. Donc, ce sont Hmm. tous les aspects qu'il faut regarder. Et les fruits et légumes, eux, bien, il faut qu'il y ait d'oxygène aussi dans l'emballage parce que s'il y a trop de CO2, on va produire la fermentation. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, il y a beaucoup de critères à regarder et on travaille à mettre au point des emballages qui ont des fonctions antimicrobiennes. Et quand on travaille avec des polymères, bien, il faut s'assurer que le polymère que l'on utilise permette aussi la libération des composantes antimicrobiennes. Si on choisit un polymère qui est trop rigide, bien, parfois, ça arrive que la libération n'est pas assez grande et puis on n'a pas l'efficacité escomptée. Puis qu'est-ce qui vous a emmené, Monique, à utiliser les huiles essentielles que, comme vous avez mentionné, qui sont micro-fragmentées pour être capable de pénétrer partout dans certains produits alimentaires puis éviter la prolifération de plusieurs souches bactériennes? Qu'est-ce qui vous a emmené à utiliser, parce qu'on a plein de produits à agents bactériens qu'on pourrait utiliser, mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à l'utilisation ou à la recherche des propriétés antimicrobiennes des huiles essentielles? Bien, il y a une demande en ce moment parce que la population demande d'avoir de remplacer les additifs chimiques dans l'aliment par des ingrédients qu'on appelle, en parenthèse, clean label, sur des ingrédients naturels. Il y a un défi à cet effet parce que l'utilisation d'ingrédients naturels, bien, comme vous savez, les huiles essentielles, les huiles essentielles, c'est volatile. Donc, c'est parfois bon de les encapsuler pour réduire la volatilité. Et aussi, il y a une très grande différence de la composition entre les compagnies. Et puis, même la saison peut faire qu'il y a une différence. Donc, il y a un travail important à faire pour que les huiles essentielles soient standardisées. Ça, c'est très important. Puis, j'ai eu écho à un moment donné qu'il y avait une compagnie d'épices qui ne faisait pas des huiles essentielles, mais qui faisait juste des épices. Et juste avec les épices, elle faisait des mélanges comme on fait avec le vin pour s'assurer que ces mélanges-là aient toujours une concentration
égale en une composante. Comme par exemple dans le romarin, l'acide rosmarinique, bien ce flavonoïde-là, il s'assurait que ce flavonoïde soit toujours à une concentration constante. Et je pense que pour les huiles essentielles, pour s'assurer qu'elles gardent son efficacité antimicrobienne, c'est important de s'assurer que les molécules les plus importantes soient toujours à des concentrations constantes. Et à cet effet, on travaille sur les analyses structure-fonction des composantes des huiles essentielles. Donc, on regarde la structure de la molécule et son efficacité sur les micro-organismes, dépendamment aussi du milieu dans lequel il est. Parce que mettre une huile essentielle dans une à la surface d'un fruit et légume ou à l'intérieur d'une viande qui contient des gras, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des composantes comme par exemple le gras dans la viande qui peut inhiber l'efficacité antimicrobienne du micro-organisme. Et à cet effet, là, c'est vraiment important d'avoir une encapsulation pour protéger. Dans la viande, il y a aussi des enzymes qui peuvent détruire des antimicrobiens naturels. Donc, je pense à des peptides qui sont produits par les bactéries lactiques, qui sont des bactériocides, ben, ces peptides-là peuvent être détruits par les enzymes présents dans l'alimentation. Donc, ça, c'est une chose que l'on regarde de près. Et un exemple intéressant que nous avons observé dans le passé, alors j'ai déjà eu une étudiante qui avait démontré que le thym, dans une espèce spécifique qui contenait 90% de thymol, avait une importante propriété antimicrobienne. Mais quand on regarde le thymol tout seul, on n'a jamais eu la propriété antimicrobienne de cet extrait de thymol. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des synergies qui existent avec d'autres composantes qui, même si elles sont en très petite quantité, elles vont agir en synergie ensemble. C'est très intéressant, Monique, parce que c'est souvent ce que les aromathérapeutes prônent ou même les herboristes ou les phytothérapeutes, c'est de travailler avec la plante ou avec l'huile essentielle dans son intégrité, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle offre, parce qu'on retrouve bon nombre de produits qui vont contenir des composés isolés seulement. Donc, ça peut être le thymol dans ce cas-ci, ça pourrait être le linalol dans bon nombre de produits cosmétiques, citronellal, citronellol, etc. Donc, c'est pratique parce que ça sent toujours pareil au niveau des produits cosmétiques ou olfactifs, mais au niveau des propriétés, on s'entend généralement pour dire que le summum, donc le totum de ce que la plante peut offrir, est généralement plus important qu'une molécule isolée, que ce soit à travers son huile essentielle ou de sa composition. Puis, j'aimerais donner la parole à Lucie qui s'est beaucoup intéressée aussi à la salubrité des aliments. Lucie, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer Monique, à vouloir en connaître plus face à l'utilisation des huiles essentielles dans l'alimentation et dans la conservation des aliments? Un concours de circonstances qui m'a amené à connaître Monique. Puis, la prise, évidemment, j'ai pris connaissance de différentes études. Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'aromathérapie scientifique, hein. C'est comme ceux de mon groupe, mettons, on a appris dans l'aromathérapie exactement toutes les fonctions associées avec les compositions des différentes huiles, leur profil chimique déterminant un certain nombre de propriétés. Cette compréhension-là de molécules et action, le lien entre la molécule et l'action, ça c'est une base de raisonnement, puis j'adhère à ça aussi. Mais par contre, au niveau de la spécialité des molécules isolées, comme tu viens de le mentionner, je pense que c'est important d'ajouter à ça, avant de passer à l'autre sujet, là, qui est plus historique, parce qu'on vient d'en parler justement, puis Monique a beaucoup de connaissances en matière très, très précise des actions des différentes molécules dans toutes catégories finalement. Mais moi, je suis une généraliste plutôt. Et dans la diversité se trouve la sécurité, à mon point de vue. Je trouve que c'est là qu'est l'équilibre. Évidemment, on prend je dirais que c'est plus sécuritaire d'aller vers la molécule complète parce qu'elle est faite
pour un équilibre de vivant. La plante qui l'a fabriqué d'une manière qui lui permettait de vivre tout en se protégeant, mais en préservant ses fonctions nécessaires et vitales. Et si on purifie trop, on va avoir une action tellement pointue que l'équilibre risque d'être rompu. Puis, c'est pas philosophique, c'est réellement biologique. Et puis, moi, j'aurais un défi que j'aimerais que Monique trouve intéressant. Ce serait de faire la preuve que dans la diversité, il y a cette synergie qui peut, à court terme, sembler un peu moins performante, mais à long terme, beaucoup plus durable et continuer la performance. En fait, ça va nous amener à comprendre que dans sa diversité, la durée de l'action est plus protégée. C'est-à-dire qu'il y a moins de résistances qui peuvent se faire à des produits complexes qu'à des produits simples. Les micro-organismes sont capables actuellement, puis on l'a vu dans maints exemples, sont capables de s'adapter à une lutte simplifiée, mais à une protection, c'est plus difficile. Ça va être plus facile de contrôler la population, comme tu le mentionnais, Monique, que de les éliminer. Ça, là, on arrive à quelque chose qui est plus, je dirais, de l'ordre de l'équilibre. Puis nous autres, en tant que vivants, on a des moyens aussi de protection qui nous mettent en capacité de se défendre avec notre système immunitaire et toutes sortes d'équilibres internes au niveau de la digestion. On a un tube digestif qui est là pour trier. Il sait faire ça. Puis on a quand même des protections inhérentes à notre organisme, à notre être vivant. Puis là-dessus, on est dans l'application vraiment. Puis les anciens, dans leur méthode empirique, ils faisaient des statistiques de succès et d'insuccès à partir finalement de la vie quotidienne, ce qu'on appelle la connaissance commune. C'est dans cette catégorie-là qu'on est, nous autres, les consommateurs. On est dans l'expérience commune. On voit que ça marche. On ne peut pas expliquer tous les détails de comment ça marche, mais on voit que ça marche. Puis on peut faire des statistiques, des succès qu'on a eus avec des protocoles puis des méthodes simples, avec des substances intégrales. Vérifier quand même au niveau de la qualité. Ça, c'est important aussi, là, très, très important. Mais on ne peut pas contrôler. En tant que distillateur, on s'en aperçoit, on fait faire des chromatographies de différents lots, puis on n'est jamais capable de les superposer puis d'avoir des copies conformes. Même dans le même temps, dans la même saison, presque dans la même semaine, on ne sera pas capable de superposer nos deux analyses. Ils vont être similaires, mais avec des variations. Incontournables, les variations. Fait que ça, on dit, on va faire avec, puis on va baliser les extrêmes dans une composition chimique d'huile pour vérifier qu'elle est conforme à un certain ordre de grandeur des molécules et présence des molécules, mais qu'il y ait des variations, c'est inévitable, mais je pense que c'est aussi avantageux. Puis là, on a besoin de preuves. On a besoin de preuves que les utilisateurs vont pouvoir nous fournir, en statistique en tout cas. Puis peut-être pas en explication technique, mais toi, je pense, Monique, tu es capable de l'estimer techniquement, puis de dire de tel pourcentage à tel pourcentage, l'action est maintenue. On n'a pas à exiger que ça soit des copies conformes, mais à l'intérieur de ces limites-là, la complexité est contrôlable quand même. On peut quand même compter sur la fiabilité grâce à une certaine flexibilité. C'est ça qu'il faut connaître aussi. Quelles sont les Oui, molécules importantes et quelles sont leurs concentrations qui peuvent... oui, Et quand vous parlez de ne pas tout éliminer les bactéries, euh, évidemment, on, on a déjà, on s'intéresse aussi, sans avoir fait des études là-dessus, mais on a fait quand même des études d'observation. Et j'ai déjà fait une demande de subvention qui n'avait pas été retenue, là, mais l'idée, c'était de regarder la composition de la flore qui est présente sur un aliment et de voir quel est l'effet de cette composition-là pour réduire l'incidence de croissance de E. coli ou de salmonelle ou de listeria. Et oui.
Au point de vue digestif, on a déjà, par exemple, regardé des laits fermentés contenant des bactéries probiotiques spécifiques, là, dans lesquels on avait ajouté des sources protéiques. Et on avait observé, par exemple, que d'ajouter de la poudre d'insectes qui contient une grande quantité de polymères insolubles, là, tels que la chitine, avait un effet positif sur la croissance de micro-organismes bénéfiques dans l'intestin. Puis des bactéries qui protègent contre le développement du cancer colorectal, par exemple. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant, puis qu'on a déjà pensé de vaporiser des aliments avec certains types de bactéries qui pourraient se batailler avec, compétitionner avec des bactéries pathogènes. Et peut-être que l'ajout d'agents comme des huiles essentielles peuvent peut-être aussi contribuer à cet effet-là. Hmm. Puis je vois que vous avez eu un projet en lien avec Alixir, un projet de recherche sur la détermination du taux d'inhibition de la croissance sur 5 bactéries pathogènes de l'alimentation. Donc, dans les 5 bactéries, on avait Listeria, le staphylocoque doré, le coli, la salmonelle et le pseudomonas. Et plusieurs huiles essentielles ont été sélectionnées, étudiées, puis il y en a quelques-unes qui sont vraiment, qui ont ressorti comme étant très, très, très intéressantes. Quand je regarde, probablement que c'est une liste, je ne sais pas, est-ce que c'est Lucie qui a participé à sélectionner les 26 huiles essentielles qui ont été tout d'abord étudiées pour ensuite, ce que je vois, c'est qu'il en ressort quelques-unes qui ont un fort taux antibactérien à travers les différents pathogènes qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce qui vous a emmené? Peut-être, Lucie, est-ce que c'est vous, Lucie, qui avez contribué à sortir une liste de 26 huiles essentielles qui seraient éventuellement étudiées? Ben, il y a plusieurs études que Monique a faites. Celle-ci, est-ce qu'il y a de la monarde dedans, celle-là? Puis qu'il y a de la monarde, oui. Oh, ben oui, ça Monarde c'est moi. didima. Ouais. Puis, moi, ce qui m'a fait douter, Lucie, que vous étiez en lien avec cette recherche, c'est que dans le résumé que j'ai souligné, c'est ça, on avait la monarde didima qui était à l'intérieur, qui a été ressortie pour certains points comme étant intéressant. Peut-être pas la plus intéressante, mais elle faisait partie de plusieurs choix aromatiques, là. Bien, Son grand intérêt, c'est qu'elle était produite à Grandine par Alixir. C'est Oui, ça, évidemment, qu'il fallait qu'elle soit sur la liste. Parce que moi, je vais rewinder un peu avant cet événement-là, cette recherche-là qui a eu lieu en quelle année, non, déjà, là? là, la date ici, je ne suis pas certaine. J'ai vu des études de 2021 sur le site Internet. Ça, c'est récent. Mais ça, celle de la monarde et autres sur les agents de conservation. Monique, te rappelles-tu à quelle date qu'on avait fait ça? En tout cas, c'est secondaire comme point, mais dans le domaine de l'aromathérapie, les huiles à phénol, on n'en avait pas développé ici au Québec pour être antimicrobien efficace. On allait chercher la sarriette, le thym, l'origan, tu sais. Fait que finalement, on était dépendant complètement de l'exportation pour cette fonction-là. Alors, j'ai voulu avoir une huile québécoise qui corresponde à ce besoin d'antiseptique percutant. Et là, on sait que les phénols sont vraiment très efficaces. Alors, c'est pour ça que la monarde est venue dans notre production, à force de faire du développement et de la sélection de semences et de plants pour développer une lignée de monarde qui était riche en phénol, carbamazole ou thymol. Fait que de là, ça a été acheminé vers Monique qui disait que ça serait intéressant de répéter nos tests antibactériens, mais cette fois avec des huiles québécoises. Fait que, hein, c'était ça l'intérêt, Monique, que tu avais trouvé d'accueillir notre projet pour valoriser maintenant des huiles de notre milieu, de notre terroir. Puis c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire travailler Monique là-dessus. on avait été chercher une subvention du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation du Québec, le MAPAC.
Et le titre de la subvention était justement étudier les huiles essentielles produites au Québec. Et ceci a attiré évidemment l'intérêt du MAPAC, puisqu'on est au Québec, pour valoriser les produits qui sont produits ici, puis pouvoir les caractériser. Et au cours de cette étude, on avait parlé de regarder la possibilité d'éliminer les nitrites dans les saucissons. Alors, on a fait... Excuse-moi de t'interrompre parce que ça, c'est un point important. Dans mon cheminement à moi, les nitrites qui étaient présents pour protéger l'aliment transformé, assurer sa durée de vie, diminuer les pertes des fabricants, les pertes de l'industrie alimentaire qui ont 33% de pertes dans les produits périssables, évidemment. Ce point-là m'avait vraiment interpellée parce que j'avais appris qu'on pouvait provoquer les cancers, les tumeurs chez les souris de laboratoire à l'aide des nitrites. Ça, c'est des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi qui avaient mis en évidence par des tests sur les fonctions des huiles essentielles. Et moi, ça m'avait vraiment interpellé que la manière simple de provoquer les tumeurs chez les souris de laboratoire, c'était de les soumettre à un traitement au nitrite. Alors, après ça, on pouvait intervenir puis définir des fonctions antitumorales avec les huiles essentielles qu'on voulait tester. Mais dans cette procédure, il y avait une mise en évidence que les nitrites sont cancérigènes. Il y avait aussi une connaissance, c'est connu, c'est compris déjà que des grandes quantités de nitrites peuvent être très cancérigènes. Alors, ça m'a motivé à aller vers Monique pour dire on pourrait faire d'une pierre deux coups. Tu sais, évidemment, utiliser les huiles essentielles à des fins de protection alimentaire, mais en même temps, les remplacer des produits cancérigènes qui ne sont pas nécessairement recommandables dans notre alimentation. Si on pouvait vu qu'on les soupçonne d'être cancérigènes, on pourrait peut-être gagner beaucoup d'avantages en les remplaçant dans notre industrie alimentaire. Alors, de là est venue ma motivation de doublement motivée à travailler avec Monique, qui avait une mise en évidence importante sur la valeur de remplacement des huiles et de la part de l'Université de Chicoutimi, une mise en évidence importante que ça valait la peine de faire l'effort de faire ça. Mais bon, ça, c'est une longue histoire, mais de toute manière, dans les fonctions des huiles essentielles, on a cette capacité antiseptique à exploiter dans la protection de notre alimentation. Évidemment, si l'industrie trouvait que, mettons, les huiles essentielles, c'est trop cher ou n'importe quel inconvénient, le simple fait quand même de mettre ça à la portée du public, cette connaissance-là, nous permet, nous, dans notre vie quotidienne, de faire le nécessaire pour protéger nos aliments périssables aussi. Tu sais. Déjà, traditionnellement, l'herboristerie a démontré que le thym, la sarriette et l'origan dans les saucissons permettent de les conserver. Puis il n'y avait pas de frigidaire. Puis les anciens qui ont pratiqué ces manières-là de cuisiner savaient que cette protection-là était dans l'herbe aromatique qui était ajoutée dans la recette. Alors, dans le jambon, dans la soupe aux pois, dans les crotons, le clou, la cannelle, c'est là. La sarriette. La soupe aux pois, c'était la sarriette. Oui, c'est dans nos recettes traditionnelles. Fait que moi, je veux rendre hommage aussi à la connaissance traditionnelle qui est là, qui était là, et qui peut être reconnue à l'aide de tes travaux, Monique, parce que les deux juxtaposés font vraiment cette mise en évidence que c'est connu dans la tradition culinaire. C'est cute. C'est vraiment mignon de savoir ça, que nos grands-mères, ils savaient. Nos grands-mères avaient quand même une mise en pratique de ces principes-là que maintenant, on est capable de connaître en termes de chimie. Tu sais. En tout cas, tout ça, c'était ma motivation dans cette aventure avec Monique, et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir tout le savoir-faire du laboratoire et de Monique Lacroix dans tout ça, là, vraiment. Félicitations, Monique. On avait quelque chose de très intéressant. Des très belles études. Oui. Beaucoup de découvertes, là, par exemple, au niveau de la listeria.
En ordre, on a la cannelle Cassia qui a été testée, qui a offert les meilleurs résultats, suivi du thym rouge. Puis, c'est la monarde qui arrive en troisième place, quand même, au niveau de l'inhibition de l'hystéria. Puis, la monarde arrive en quatrième place contre le staphylocoque doré. Donc, on a en premier le thym athymol, suivi de l'origan. Puis, on a à part égale la monarde qui est... non, en dessous, excusez-moi, on a la cannelle cassia et ensuite la monarde didymant. Donc, on a, et surprenamment, la cannelle écorce qui arrive en cinquième place avec souvent un pourcentage de cinnamaldéhyde moins élevé que la cannelle cassia. Donc, des belles recherches qui ont été faites par vous, Monique. Puis, est-ce que dans l'industrie agroalimentaire, est-ce qu'il s'en glisse concrètement sur le marché sous forme de préservatifs des huiles essentielles ou les études sont faites, mais ce n'est pas encore appliqué ou applicable sur le marché? Bien, l'industrie alimentaire utilise les huiles essentielles principalement pour les effets aromatiques. Mais quand je travaille avec une industrie pour développer des formulations, bien, je ne sais pas si ils l'utilisent, oui ou non, dans l'industrie par la suite. Donc, Donc, l'étude est là, puis après, ça leur appartient de s'ils veulent l'appliquer ou pas. Puis en même temps, ça peut valoriser leurs produits, de démontrer au public qu'ils utilisent des conservateurs naturels comme agent antibactérien. Exactement. Oui. Il y a encore beaucoup d'argent à investir pour l'industrie après les tests de fonction qui sont réalisés par Monique. Là, ça devient de la science appliquée pour laquelle elle peut offrir ses services pour valider les recettes, les mises en application à la suite de la preuve de fonction. Moi, les étapes, là, ça serait important là, de bien se rendre compte que les étapes que la recherche doit franchir pour arriver dans les mains du consommateur, bien, premièrement, la connaissance empirique, c'est ce on se doute que ça va faire quelque chose. On a des indices, on a évidemment des connaissances qui sont visibles et qui nous guident sur les choix à faire. C'est sûr que ça nous indique. Hein. Ensuite de ça, c'est des preuves de fonction que les premiers tests sur des cultures bactériennes vont être capables de faire. Ensuite de ça, il y a la preuve d'innocuité. Ça, Monique, veux-tu nous parler? Qu'est-ce que c'est une preuve d'innocuité? Bien, l'innocuité, c'est dire qu'un aliment ne contient pas de bactéries pathogènes et que la flore totale est inférieure à la limite acceptable. L'autre sens aussi de ce mot-là, c'est que l'huile essentielle n'est pas dangereuse pour les cellules du vivant. Ça, c'est de l'innocuité aussi. Et oui, évidemment, il y a les huiles essentielles qui sont utilisées en alimentation. Et nous, on travaille juste avec des huiles essentielles qui sont commercialement disponibles et utilisées dans l'alimentation. Et là, on se penche sur vous pour aussi nous indiquer si elle peut être aussi utilisée en tant que productrice là, d'huile essentielle. Vous m'avez récemment informé qu'une des huiles que l'on étudiait n'était pas acceptée en alimentation. Donc, ça, c'est important d'échanger les informations entre nous. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut se décharger d'avoir à faire cette preuve d'innocuité quand elle est déjà utilisée en alimentation, puis qu'elle a déjà fait ses preuves qu'elle ne tue pas son monde. Là. Puis dans l'industrie aux États-Unis, il y en a une catégorie qui appelle les Recognized as Safe. Oui. Ouais, il y a un acronyme là-dessus, là, GRAS. les GRAS, oui, les GRAS, généralement reconnus as safe. Là. Ça, quand c'est dans cette catégorie-là, évidemment, on prend pour acquis qu'on ne va pas reprouver l'évidence. Ça, c'est intéressant de faire affaire avec justement des substances comestibles, parce qu'on sauve l'argent de cette preuve-là. Hein? On tombe dans une évidence.
généralement, comme tu vois, nos remèdes de grand-mère, puis nos solutions de nos cuisinières traditionnelles, ben, on a cette preuve-là déjà acquise. Puis, en même temps, on a la confiance du public. Forcément, par cette situation-là, par cette connaissance acquise-là, on a une confiance, on est rassuré au niveau de l'activité générale du produit. Fait que ça, c'est quelque chose quand même qui vaut beaucoup aussi, qu'on n'a pas à reconquérir parce que effectivement, il y a des activités percutantes à purifier les produits, mais il y a aussi cette possibilité d'adaptation des pathogènes qui est redoutable. Puis lorsqu'ils ont fait cet effort de résister à nos antibiotiques, eh bien maintenant, on n'a plus rien pour les combattre. C'est là qu'on arrive à la situation contemporaine où on a atteint comme la limite des antibiotiques, puis que j'aimerais beaucoup, moi, qu'on travaille avec toi, Monique, à se rendre compte que cette limite-là, on l'a provoquée éventuellement en simplifiant de trop nos interventions. Alors, quand on prend une huile dans sa forme intégrale, oui, peut-être que la réaction va être plus lente, mais infiniment plus durable. Puis ça, on le sait. Moi, dans mes produits développés chez Alixir, je peux le dire dans notre enregistrement, là, j'ai développé le complexe 25, qui est un antiseptique à large spectre, qui est vraiment très, très actif pour stopper une grippe. Prévenir, peut-être. Ça, c'est dur à savoir si on a réussi à prévenir quelque chose qu'on n'a pas eu. Hein? C'est ça, c'est difficile à prouver. Mais si on est capable d'arrêter une grippe dans la première journée, là, on sait qu'en soignant notre rhume qui était prometteur, et puis on a rencontré quelqu'un qui était mal en point, puis on sort de là, puis on tousse, ben, on sait qu'on l'a échappé belle parce qu'on a passé proche. Hein, on a des substances qu'on prend comme des bonbons, comme des pastilles, et puis, clouc, ça vient d'arrêter des progressions microbiennes, ça vient de contrôler la prolifération, qui est finalement celle qui se traduit par une aventure en hit comme rhinite, amygdalite et otite, et toutes ces hits-là, là, on peut prévenir ça en intervenant rapidement sur les pathogènes sous forme d'un aliment fonctionnel, en fait, finalement. Tu sais. Fait que moi, c'est cette expérience de vie-là qui m'encourage à continuer de travailler, à prouver, à donner de la crédibilité grâce à des gens crédibles. Tu sais, on est plus exigeant que l'expérience commune maintenant. Tu sais, on sait que les remèdes traditionnels, les remèdes de grand-mère, on est arrivé là grâce à ça, hein, quand même. Notre humanité est encore vivante et encore fonctionnelle malgré l'abondance de pathogènes. Ça veut dire qu'on avait des solutions, mais on a besoin quand même de consolider les preuves de ça. Puis moi, j'y crois énormément à la science qui révèle objectivement des actions, des statistiques de succès et surtout la durabilité de la santé. Consolider la santé, c'est plus important que, pour moi en tout cas, plus important que combattre les maladies d'une façon ponctuelle, efficace, mais l'année prochaine, on est dans un autre défi du même ordre, tu sais, là. Puis on n'a pas, parce qu'on a été très spécialisé, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, moi, je suis une généraliste, puis je pense que la santé, elle est vraiment très importante à soutenir. C'est plus de la prévention et du soutien de la santé qui est ma priorité, moi, mais je suis consciente de l'importance aussi d'une preuve crédible et bien comprise chimiquement et dans les procédés, les processus métaboliques. Puis vous avez contribué, Lucie, aussi avec Alixir, avec professeur Monique Lacroix, sur un projet d'évaluation du potentiel antiviral des huiles essentielles sous forme d'émulsion et de vapeur contre une souche distincte de coronavirus, le MHVA59, qui a été utilisé comme virus de substitution au SARS-CoV-2 causant la COVID-19. Superbe étude que j'ai retrouvée
une, une des huiles essentielles que vous favorisez, que vous chouchoutez le plus, Lucie, qui s'est vraiment distinguée, que j'en ai été vraiment surprise, l'herbe à poux, qui s'est révélée être une antivirale impressionnante malgré toutes les huiles essentielles qui ont été étudiées. Donc, Oui, Monique, hein, je l'herbe vous à poudre laisse dans notre peut-être m'en parler collection. un peu plus. Oui. Ben, Monique est vraiment, évidemment, le maître d'œuvre de cette étude-là. Moi, j'ai donné des indications, j'ai fourni des indices, des pistes, mais si on veut parler de l'herbe à poux spécifiquement, mais j'aimerais quand même que Monique parle de cette étude, la visée et ce virus de remplacement qui nous fait quand même une preuve crédible de la valeur. Et il y avait aussi là-dedans une preuve internationale dans les huiles testées que Monique a mis en évidence, c'est l'Artemisia annua. Oui, exact. Celle-là, c'est elle est très célèbre pour son effet antipaludisme. Elle est très utilisée en Asie, en Afrique, à cause justement, eux autres, du palu, qui est la, c'est quoi son La autre malaria. nom? La malaria, oui, c'est ça. Bon, ben cette malaria, c'est une épidémie dans les pays tropicaux, là. Tu sais, c'est vraiment une maladie qui est très, très répandue et très, très dommageable. Puis, cette plante-là, là, elle vient de refaire une autre preuve qui est extraordinaire dans le combat des pandémies virales, tu sais, là. Puis, ces gens-là qui n'ont pas beaucoup d'argent pour se soigner, ben, ils étaient protégés. Puis, leur taux de... Moi, je suivais les statistiques mondiales de COVID, et puis, à Madagascar, il ne se passait rien. En Afrique aussi, il y avait pas de mortalité, mais là, ils disaient c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas capables de les recenser. Mais en réalité, c'est aussi parce que tous ceux qui étaient sur cette plante-là pour combattre la malaria étaient protégés contre le virus. Moi, Entre j'ai autres, du des moins en copains. partie. Une Ouais, plante qui buvait en infusion, hein. Il n'y avait pas nécessairement l'huile essentielle sous sa forme extraite, mais c'était prise sous forme soit de décoction ou d'infusion, comme un breuvage traditionnel. oui, je dirais que là, on n'avait pas toute l'analyse du processus de protection, mais moi, je soupçonne que dans la plante, finalement, il y avait ce qu'il fallait aussi pour les protéger du virus. En tout cas, on sait qu'une plante elle n'a pas juste une fonction, là, c'est juste parce qu'on la connaît pour ça, mais elle en fait d'autres en même temps. Souvent, on a vu des effets secondaires très intéressants dans l'herboristerie, tu sais. Hmm. Soigner quelque chose, puis avoir trois autres choses qui s'améliorent. Tu as vu ça? Monique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de cette étude? Qu'est-ce qui vous... Donc, c'est une collaboration avec Elixir. Vous avez sélectionné des huiles essentielles ensemble. Euh, vous- je vous laisse nous en parler davantage. Bien, ce que nous avons fait, c'est d'évaluer les huiles essentielles seules ou en mélange. En fait, on a fait des mélanges à partir des huiles essentielles qui étaient très efficaces pour avoir des formulations, puis regarder si les formulations qui contiennent un mélange étaient plus efficaces. Ainsi, nous avons quand même sorti, je pense, deux, trois formulations à la suite de cette étude qui montraient de très bonne efficacité. Alors, tout ce qu'on faisait, c'est de regarder comment l'huile pouvait détruire le virus. Et puis, on a vérifié sous forme liquide et aussi sous forme vapeur. Mais on a eu de meilleure efficacité sous forme liquide que sous forme vapeur. Hmm. Puis pourquoi avoir utilisé un virus de substitution dans ce cas-ci? Bien, c'est parce que le virus de la COVID, ça prend un laboratoire de niveau 3 puis il faut entraîner la personne. Donc, si c'est laboratoire de niveau 3 est quand même peu accessible et aussi assez dangereux, là. C'est pas quelqu'un qui veut le faire, là. Oui, Bon, ouais, être en contact avec le pathogène. c'est ça. Tandis que ce virus-là est un virus de coronavirus, mais qui est de niveau 2. Alors, niveau 2, ça veut dire que tu peux travailler à l'intérieur d'une hotte microbiologique ou d'une enceinte microbiologique sans avoir à être dans un laboratoire de niveau 3 où tu dois traverser deux portes, avoir
un équipement comme les astronautes, là, et tu es très bien habillé avec un respirateur, la cagoule. Ah oui. Et donc, puis ensuite, tu as aussi une formation pour l'entrée à l'intérieur de ce laboratoire-là, puis la décontamination avant d'y sortir. C'est très. C'est complexe. Puis je remarque que les huiles essentielles ont été utilisées, ont été testées à des concentrations soit de 0,5% ou de 1%. Puis on a plusieurs huiles essentielles, souvent qu'on utilise en cas de charge virale ou d'infection rhinovirus diverses. En aromathérapie, on a ici le Cinnamomum camphora. Le chémotype n'est pas spécifié. Lucie, est-ce qu'on a ici le camphre ou le Ravinsara ou le bois de haut? Ravinsara, hein? C'est Ravensara, oui. Ravinsara, on a aussi le Cinnamosma fragrans, le Saro. Il y a eu l'eucalyptus globuleux, l'eucalyptus mariana, on a l'épinette noire, donc diverses huiles essentielles qui souvent ont une réputation d'être très efficaces contre les infections respiratoires d'origine virale. Ça m'a vraiment profondément surpris que dans la conclusion, les huiles essentielles les plus efficaces pour inhiber la réplication virale de ce virus ont été à 1%, les diverses huiles essentielles suivantes. Donc, on a l'herbe à poux, on a l'angélique archangélique. Ça, je n'aurais pas pensé vraiment. On a l'armoise annuelle, on a l'estragon, le Ravinsara et cette forme de vergeador Eutamia graminifolia qui est pas beaucoup disponible sur le marché, très peu connu également. Donc, j'ai été agréablement surprise de voir que ce sont ces huiles essentielles-là qui se sont davantage démarquées que celles, outre le Ravinsara, celles qu'on a l'habitude d'utiliser contre différentes infections respiratoires virales. Puis là-dedans, il y en a plusieurs qui viennent de chez nous. Oui, C'est tout à fait, oui, oui. Québec, c'est chez nous que ça pousse. Oui. L'Eutamia graminifolia, c'est souvent appelée faussement verge d'or. Ce n'est pas de la verge d'or, ce n'est pas une solidago, c'est une Eutamia. Puis elle a vraiment cette fonction, puis elle n'était pas exploitée, mais moi, c'est 2 ans avant de partir que je l'ai découverte et mise en production. C'est quand même long de mettre en production une huile essentielle. Tu sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour l'offrir au public. Il y a plusieurs étapes. Et c'est ça. Elle est apparue très récemment dans la gamme des huiles offertes, mais pas connue. Tu sais, ça, c'est une autre chose à développer, c'est la connaissance pour que les gens s'y intéressent. Et là, bon, ça, c'est un des éléments qui peut lui permettre de se qualifier dans la gamme des huiles destinées à l'aromathérapie et qui ont de l'intérêt. Tu sais. Oui, de motiver le client à l'acheter en sachant quelles sont ses propriétés, mais aussi qu'il y a eu des études qui démontrent qu'elle a un potentiel antiviral sur du moins une souche virale. Oui. Puis en même temps aussi, là, tu voulais me faire parler de l'herbe à poux. Je ne veux pas perdre cette opportunité. C'est vraiment l'herbe à poux, là, c'est Artemisia, c'est Ambrosia Artemisifolia. artemisifolia, ouais, excuse. Ben ça, Monique, quand tu connais l'herbe à poux, c'est l'herbe qui provoque des allergies puis qui est si détestée, détestée par tout le monde, puis elle est considérée comme un fléau. Mais en réalité, en découvrant sa valeur au niveau thérapeutique et surtout sa valeur comme anti-allergique à cause de sa composition d'anti-inflammatoire, là, c'était une totale surprise. Quand j'ai découvert ça, là, je faisais une exploration basée sur plutôt je dirais, une orientation homéopathique. Tu sais, je me disais, comme aussi les médecins utilisent des substances pour désensibiliser les allergiques progressivement, je me suis dit, avec un hydrolat d'une plante allergène, peut-être qu'on peut avoir un certain effet anti-allergique ou au moins désensibilisant. C'était ça mon raisonnement initial. Alors, quand j'ai commencé à distiller de l'herbe à poux, c'était sur ce raisonnement-là, mais qui s'est avéré pas rapport, parce que dans sa composition chimique, il y avait déjà des éléments antihistaminiques, je dirais anti-inflammatoires, qui étaient remarquables. Puis là, ben, après Beaucoup de ça, sesquiterpènes anti-inflammatoires. c'est ça, exactement. Un bon groupe de molécules sesquiterpènes. Puis dans mes premiers échantillons,
ça atteignait quelque chose comme 80% du total de la composition. Mm. Hey, que c'est ça, c'est vraiment fascinant. Moi, je trouve ça amusant aussi en même temps, là, parce que là, elle faisait une révélation du contraire de ce qu'on pensait d'elle. Tu sais, là. Que je trouvais ça quand même original de sa part, de cette plante-là, d'avoir des fonctions comme ça avec cette mauvaise réputation. Mm. Donc, ça, c'est. Puis là, de la deuxième fonction antivirale, elle, je ne la connaissais pas, mais j'ai envoyé les échantillons à M. Francom, qui lui a publié dans son livre que tu dois avoir, Véronique. Oui, il est à la maison, je ne l'ai pas sous la main ici, mais j'attends le tome 2 avec impatience. Ben, là-dedans, dans le tome 1, il y a plusieurs échantillons qui viennent de ma collaboration avec lui pour lui faire découvrir nos richesses. Le Tamia, il l'a testé, il en parle. L'herbe à poux, il en parle aussi. Et lui, il rajoute à ça l'effet anti-Parkinson. Là, il faudra qu'on le fasse parler, lui, la prochaine interview, là, il faut qu'on le fasse parler parce que je voudrais savoir comment il a déterminé cette fonction-là. Je ne sais pas, mais je le sais très crédible, je le sais très, très, très bon dans ses conclusions. Alors, j'ai hâte de savoir comment il a trouvé ça. Mais Puis vous, ça, Monique, Monique, ça va être intéressant que par vous rapport à cette découvriez tous les deux étude, aussi. oui, avez-vous été surprise? Est-ce que par rapport à vos conclusions, quelle est votre opinion face à cette étude? Là, c'est qui parle, là? C'est Pour toi, Monique? Monique? Monique, oui. Pour les propriétés antivirales, Oui. demandées, bien, on était content de voir qu'il y avait plusieurs huiles essentielles qui pouvaient avoir des effets contre la réplication du virus de coronavirus. Je pense que cet effet, par exemple, on a aussi d'autres challenges à avoir. On se demande pourquoi on a eu de moins bons résultats au niveau de la vapeur par rapport à qu'est-ce qu'on a eu comme résultat par des émissions que l'on a faites sous forme liquide. Alors, peut-être qu'il y a des améliorations à faire dans peut-être le protocole ou en tout cas, regarder de plus près pourquoi on a vu ce phénomène. Hmm. Moi, j'ai des indices dans mon expérience, là, puis je pense que Véronique, tu dois avoir les mêmes idées, parce qu'on utilise, en aromathérapie, on utilise différents appareils pour diffuser les huiles essentielles. Et traditionnellement, il y a la technique d'évaporation qui est utilisée avec des chandelles aromatiques ou des diffuseurs passifs qui vont sécher et diffuser des odeurs. Mais ça, c'est efficace pour l'odeur, mais je pense que ce que tu as démontré, sans trop faire exprès, c'est que l'évaporation ne transporte pas tout le principe actif de l'huile dans sa forme intégrale. C'est là qu'on a, comme en aromathérapie, vraiment la préoccupation d'avoir toutes les composantes de l'huile actives en même temps au même endroit. Si on évapore, on n'a pas ça. On a une séquence de molécules qui se présentent à tour de rôle, puis qui viennent finalement agir en solitaire au lieu d'agir en synergie. Moi, je pense que c'est ça qui explique la différence d'efficacité entre l'émulsion puis l'évaporation que tu as constatée, Monique. Actuellement, vois-tu, tu es en train de faire un nouveau test, et ça, c'est dans le futur, là, on travaille sur le futur là, maintenant, là, avec des tests de diffusion avec des atomiseurs qui vont pulvériser des huiles dans l'air ambiant. Là, il y a 100% pur, sans oui, chaleur, sans eau. voilà. Voilà. Puis là-dessus, Monique, si tu veux qu'on en parle maintenant, là, on a un projet qui est entamé là-dessus et ça vient de commencer, là, ça fait pas longtemps que c'est en action, mais c'est déjà démarré. Est-ce que, Monique, vous aimeriez nous en parler un peu plus? Oui, on a mis, en fait, on travaille avec des pathogènes et on a mis un modèle de laboratoire parce que quand on travaille avec des pathogènes, évidemment, je suis obligée quand même de travailler sous des enceintes microbiologiques, hein. Donc, je suis allée chercher un aquarium qu'on a Oui, adapté
pour notre travail. On a fait faire une porte à ça. L'aquarium est installé à l'intérieur d'une enceinte microbiologique. On inocule avec les micro-organismes la surface de cet aquarium à différents endroits. Oui, on a eu des propriétés antimicrobiennes. On a été capable de réduire, par exemple, peut-être de 1 log, 1,5 log. Donc, ça veut dire un log, c'est équivalent à 6 millions de bactéries, là. Bon, alors, mais on ne peut pas avoir un log, c'est équivalent à 10 micro-organismes, mais on ne peut pas avoir 3 puis 4 logs. 3 logs, c'est 1000 micro-organismes. Dans le modèle qu'on a utilisé, qui était un diffuseur au centre de l'aquarium, et c'était diffusé à travers l'intérieur de l'aquarium. Donc, plus on s'éloigne du diffuseur, bien moins l'efficacité est bonne, puis plus on est proche du diffuseur, meilleure est l'efficacité en ce moment. Ça veut dire qu'il y a quand même un facteur de concentration qui est à considérer. Oui. Ouais. Puis Ouais. là, après, ben, il faut regarder comment on peut faire si on fait ça dans une pièce, parce qu'une pièce est beaucoup plus grande qu'un petit aquarium, n'est-ce pas? Oui, Oui, tout à fait. On a un défi là. Oui, oui, puis le choix oui, de l'huile essentielle aussi, selon le voilà. pathogène. Voilà, mais aussi sur le choix de l'huile essentielle, sur la tolérance de celui qui les respire. C'est Aussi. important aussi. C'est important aussi. Si on veut, par exemple, diffuser de la cannelle pure, je pense qu'on va avoir des protestations, là. Tu sais, les gens Oui, vont tout à fait. les yeux, ça m'irrite, je tousse, tu sais, là, ils vont être irrités, là. C'est trop irritant. Vous avez tout à fait raison, et c'est le même défi qu'on a eu quand on a travaillé avec les virus. Oui, Il fallait d'abord déterminer quelles sont les concentrations qui ne détruisent pas les cellules vivantes, parce que les virus sont produits à l'intérieur de cellules vivantes. Donc, oui. ça a permis de déterminer quelle échelle de concentration dans laquelle on pouvait travailler pour évaluer les propriétés antivirales. Voilà, ça fait partie des approches d'innocuité. Mais là, dans nos tests antivirales, là, par exemple, ont été exclus parce que les tests étaient dans un milieu, c'est quand même concentré, les tests, et les cellules utilisées pour le test étaient très sensibles. C'est des cellules de cerveau, des cellules, en tout cas, nerveuses, là, ces nerveuses-là sont plus sensibles que les cellules cutanées, mettons. Puis là, d'entrée de jeu, au moment des tests, ont été éliminées les huiles à phénol. Déjà, pour ce critère d'innocuité qui est surtout d'irritabilité, ils avaient été mis de côté. Il y aura lieu de revenir avec cette approche huile active, mais irritante, avec lesquelles il faut quand même tenir compte des inconvénients. Mais là, dans un premier temps, ils ont été tout simplement réservés pour plus tard, mettons. Mais c'est un facteur important, la tolérance et l'acceptabilité du public. Là. Tu sais, là, évidemment, moi, j'aimerais, mon rêve, là, mon objectif, c'est qu'on puisse utiliser la diffusion d'une façon vraiment démontrée, efficace, dans les lieux publics pour prévenir les contagions. Et éventuellement, ce qu'on a vécu dans ces années récentes, c'est le besoin de mieux protéger les lieux publics pour assurer que la contagion va être réduite, j'espère éliminée en fait. Parce que si on est capable de diffuser et protéger les lieux, on va peut-être cesser d'avoir besoin de nos scaphandres. Là. On va peut-être être plus confortable. Là. Donc là, il faut passer d'une étude en laboratoire avec des plats de pétri ou dans un aquarium à une étude clinique. Là, il faut se diriger vers la population. Et là, on a un grand pas à faire par rapport à ça. Il y a quand même une distinction entre ce qui se fait en laboratoire. On a des chiffres, puis on se dit, ah yeah, ça marche à l'intérieur d'un certain environnement. Mais comment après est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre quotidien de manière sécuritaire et efficace, bien entendu. Et c'est là où ça l'ouvre la porte à, bon, ben,
où s'en va l'aromathérapie clinique pour pouvoir démontrer que ça fonctionne. Oui, parfait. C'est très bien vu. Puis ça, c'est tout du travail pour Monique. On a besoin de Vivien et mesdames. Il en reste beaucoup à faire, mais c'est tellement important et c'est tellement intéressant pour déboucher sur des applications. J'insiste sur ce mot mise en application, Monique, parce que hein, t'es peut-être un peu exceptionnel parce que toi, tu travailles avec les applicateurs de tes connaissances. Et c'est vraiment intéressant. Cette partie-là du travail. Moi, évidemment, c'est là qu'est l'interface entre la science pure et la vraie vie. Là. C'est la mise en application qui nous intéresse quand même, qu'on saurait comment aller sur la Lune. On n'a pas besoin d'y aller souvent, la Lune, mais on a souvent besoin de respirer. Là. Fait que je trouve ça très important, cette partie-là de l'ouvrage, puis je suis très contente qu'on ait la collaboration d'une personne comme Monique Lacroix et son équipe et l'Institut pour vraiment s'intéresser à ça. C'est super important. Là. Puis Monique, quels sont est-ce qu'il y a d'autres projets à venir en lien avec les huiles essentielles qui ont été soit proposés ou qui sont commencés? Bien, ce qui a été commencé, c'est la vaporisation des huiles, tout ce qui est aromathérapie contre les micro-organismes. Et en ce moment, on travaille aussi sur la mise au point d'emballages qui auraient des propriétés antimicrobiennes et la valorisation aussi des déchets alimentaires et industriels pour extraire aussi ces molécules-là qui sont d'une importance aussi. Mais c'est encore dans le domaine, en utilisant les huiles essentielles que tu fais ça, hein? Ça t'a mené dans cette avenue d'utiliser les huiles. Ça, c'est pas nécessairement avec mon orientation ou mes interrogations. C'est une autre piste qui est développée maintenant au niveau des emballages, au niveau des ressources à mettre à disposition des entités de production d'aliments, de l'industrie alimentaire, puis de les amener finalement à protéger nos aliments d'une autre manière. C'est très intéressant aussi et c'est très bénéfique pour la santé publique, doublement. Oui, bien sûr. Oui. Et il faut noter qu'on a aussi à faire face à des réglementations. Oui, Donc, il faut travailler à la fois à réduire les produits chimiques le plus possible. En même temps, il y a certains produits, comme les nitrites, par exemple, c'est obligatoire de mettre des nitrites dans les charcuteries. Et puis, les publicités qui se font actuellement disant que tu vas acheter du jambon sans nitrite, c'est un peu contourné parce que en réalité, on ajoute du jus de céleri qui contient des nitrates et on ajoute en plus une bactérie qui va changer le nitrate en nitrite. Alors, tu ne mets pas de nitrite, mais en réalité, tu mets tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait pareil à la fin. Donc, la publicité, pas tout à fait exact là, de dire aux gens que vous achetez du jambon sans nitrite. C'est pas tout à fait vrai parce que tu es obligé d'en mettre contre la croissance de Clostridium. Donc, nous, on a travaillé avec ces défis-là. Il y a une concentration minimale et maximale que tu peux mettre dans les charcuteries en fonction des règlements du gouvernement du Canada. Et on a inoculé des charcuteries en collaboration avec Mme Megui. On a inoculé la charcuterie avec le Clostridium. Et on a démontré qu'avec la concentration que l'on a mis, bien, on pouvait, en présence d'huile essentielle, avec la formulation qu'on avait développée, on pouvait avoir le même niveau d'élimination avec 2 fois moins de nitrite, avec la concentration minimale qui est acceptable. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'au moins, tout en respectant la réglementation, tu peux réduire on pouvait réduire de plus de 50% la concentration de nitrite pour avoir l'élimination de Clostridium botulinum. Très intéressant. Et ce, sans que l'huile essentielle vienne altérer le goût
Non, bien sûr, produit en question. quand on travaille avec le développement de mélanges d'huile essentielle, on regarde toujours l'aliment dans lequel on travaille et on se rapproche de, du mélange d'épices qu'on met. Sauf que, il faut quand même caractériser les huiles qui sont extraites des mêmes épices, par exemple, et puis vérifier quelle est l'efficacité contre les bactéries importantes et regarder comment on peut agir en synergie en faisant des mélanges et respecter le goût, parce que quand on fait un développement de formulation antimicrobienne, on fait la caractérisation des huiles, on développe des formulations, mais après, avant de faire des tests in situ sur l'aliment, il faut d'abord aller voir quel est son effet sur le goût, si elle est bien acceptée, puis si le goût est resté similaire par rapport au produit initial. C'est Et fascinant. Et une fois que l'on a déterminé les concentrations qui n'affectent pas le goût, puis s'assurer que le produit est quand même apprécié, bien là, on fait des tests in situ sur l'aliment pour regarder son efficacité à cette concentration-là. Alors, j'ai très, très hâte de voir sur le marché, là, vraiment concrètement, sur les tablettes des entreprises qui vont choisir cette avenue, puis qui vont l'écrire avec fierté sur l'emballage agent antibactérien naturel provenant d'huile essentielle, encore mieux du Québec. Peut-être pas nécessairement, mais pourquoi pas, encore Mais mieux. ça Ça a serait le quand même summum. été chercher de l'argent du provincial, tu sais. Oui, Le fait de dépenser de l'argent sur une production potentiellement locale et régionale, là. Mais ça a marché, ça a marché. Mais en même temps aussi, on a raison de développer nos ressources naturelles en priorité, parce que là, au niveau de l'environnement, on sauve du transport, au niveau du travail, on fait de l'emploi, au niveau de, tu sais, toutes nos ressources sont valorisables aussi. C'est intéressant de ne pas les dédaigner, hein. Fait que tout à fait. on en a, puis dans ma vie de cette entreprise, j'ai quand même été là 34 ans, ça permet sur toute cette durée-là d'explorer des potentialités importantes, là, tu sais. On est parti avec 3 huiles essentielles initialement qui étaient connues et reconnues et demandées. On a fini, en tout cas, moi, j'ai fini à 33, là. C'était là. Ils ne sont pas tous commercialisables et connus, évidemment, a priori. C'est sûr que ça prend aussi du temps pour se faire connaître. Oui. Bon, les études continuent et le sujet continue, puis je C'est ça pense qu'on souhaite, puis c'est ce qu'on oui, veut mettre en valeur également. exactement, c'est ça. Moi, j'ai très apprécié de voir plein de jeunes personnes impliquées là-dedans parce que on commence à trouver que le temps presse, là. Quand on a mon âge, on commence à trouver que ça presse, là, parce que Ouais, ouais. il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais ça, c'est important que, puis au niveau de la relève en sciences aussi, c'est pareil, hein, des jeunes qui s'intéressent et qui vont œuvrer dans les domaines qui sont si urgents et importants, là, comme la santé. Tu sais, c'est important, Oui, la santé quand même, là. Bon, ben, alors là, on va intéresser de la jeunesse à ces projets de recherche-là, hein, Monique? On va créer des opportunités pour la jeunesse chercheuse, là, tu sais, là aussi, là. On a plein de projets à venir. On est encore très motivés. tout à fait. Mesdames, je vous remercie de votre présence. Merci Lucie, merci Monique pour votre participation à cet épisode. On arrive déjà à la fin de cette très belle rencontre. Merci Monique pour votre implication face à tout ce que vous faites au niveau de la recherche en général, mais aussi pour la valorisation des huiles essentielles, particulièrement celles du Québec. Puis comment est-ce qu'on peut euh, démontrer que ce pourquoi, entre autres, on les utilise depuis tant d'années, puis de permettre de rendre public ces magnifiques recherches, c'est très, très important pour nous dans le domaine de l'aromathérapie, qu'on arrive à avoir des preuves scientifiques valables, puis qu'on peut dire oui, sur certains points, les huiles essentielles ont vraiment une action très, très intéressante. Donc, merci pour votre implication. Merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui.
Merci Lucie également pour cette seconde rencontre. C'est une partie remise, c'est une suite. On a tellement de choses. Oui, mais on va continuer, j'espère, hein, Monique. Tu étais une très bonne communicatrice aussi, puis c'est important d'expliquer tout ça. Ça Oui, prend du temps pour connaître, tu sais, ça prend le temps. Ça prend le temps de communiquer. Puis là, moi, je trouve qu'on est rendu à cette époque de communication, dans cette priorité-là, pour que les connaissances se perpétuent, puis pour que les jeunes sachent ce que les anciens savent aussi. Et il n'y a pas que l'argent. Nous autres, on va véhiculer évidemment des vérités qui ne sont pas nécessairement payantes pour l'industrie, mais qui sont très payantes pour le public. Fait que ça, grâce à des fonds du public, tu sais, que les gens soient appelés à contribuer et à faire travailler les chercheurs. Il n'y a pas que l'industrie qui peut faire travailler les chercheurs. C'est ça, moi, mon but, vraiment, c'est ça ma priorité, c'est d'intérêt. J'ai fait un don, mais c'est largement insuffisant, tu sais, c'est totalement insuffisant pour l'ampleur du projet, là. Donc, il faut qu'on mobilise l'intérêt des gens pour le travail que Monique fait, puis toute cette crédibilité, cette connaissance et cette science au service de la santé, de la prévention et de la santé, tout simplement, là. On peut contribuer beaucoup à la santé grâce à des recherches qui sont dédiées et payées autrement, mettons, parce on comprend que les industries protègent leurs opérations, bien sûr, dans leur choix de recherche. Mais le public peut faire de même, s'inspirer de cette intelligence de où mettre l'argent. tout à fait. Un gros merci Lucie. On a davantage à vous informer sur ces projets très rapidement, Lucie, probablement dans une prochaine rencontre où comment est-ce que le public peut aider à collaborer et à financer et à aider des chercheurs dont Monique à démontrer les magnifiques propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, etc. Ouais. des huiles essentielles et dont celles du Québec également. Oui. C'est un honneur pour moi de travailler avec vous. Merci. Merci d'être là, Monique. Merci. J'apprécie énormément, hein. C'est Oui, vraiment important, là. C'est un grand plaisir. oui. Merci, mesdames. Alors, On se dit à la prochaine, on se dit n'est-ce pas? oui, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.